du Mali. Parlons surtout bien sûr de ce funeste plan, ou du moins de ce deal qui aurait été passé donc entre la France et les terroristes du Nord-Mali, le retrait précipité de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali et la prise du camp de Kidal par les terroristes séparatistes du Nord-Mali ont remis au grand jour les projets funestes portés par la France dont le but ultime est de déstabiliser les autorités maliennes et de partitionner le pays. Des manœuvres aujourd'hui mises à nu par le pouvoir de Bamako qui parle d'un deal passé jadis entre la France et les terroristes de l'Azawad. Le deal consiste, pour résumer entre autres, le Premier ministre a aidé la France à faire déserter tous les combattants de l'Azawad qui étaient bien sûr dans l'armée libyenne pendant la guerre de Libye, ensuite de bloquer le recrutement des Libyens dans l'Azawad et dans l'Aïr au Niger. En contrepartie, la France avait donné son feu vert pour l'indépendance de l'Azawad, des révélations sur lesquelles nous revenons dans le cadre de cette émission d'International. Peut-être avant de vous faire réagir, messieurs, prenons la réaction du Premier ministre du Mali. Il s'agit bien sûr du docteur Choguel Kokala Maïga. Et voilà les choses qu'on nous dit. Heureusement pour nous, il y a un chef rebelle qui était ministre de la rébellion. Peut-être qu'il y a le même président. Il dit ceci: la France nous avait donné son feu vert pour l'indépendance de l'Azawad. La France a demandé de l'aider à faire déserter tous les combattants Touaregs qui étaient dans l'armée libyenne pendant la guerre de Libye et de bloquer le recrutement des Maliens au nord. En contrepartie, elle nous avait donné son feu vert pour l'indépendance de l'Azawad. C'est l'accord qui a été conclu avec la France. L'objectif était simplement d'affaiblir le gouvernement malien pour l'obliger à signer des accords de défense et ensuite s'octroyer des ressources minières, l'or, le phosphate, le gaz, le pétrole et surtout le bassin de Taoudeni, qui est une mer intérieure d'eau douce, ainsi que la baie de Thessalite, une zone stratégique convoitée par les Américains, mais aussi les Russes. Tout le monde peut avoir sa base. Ça, c'est une citation d'un haut responsable de la rébellion, qui était ministre dans leur gouvernement. C'est un jour de déception qu'il dit ça. Et le clou qu'il a donné, quand l'opération Serval est venue au Mali, vous vous souvenez très bien des propos du président français. Pour nous endormir, il dit que c'est le plus beau jour de sa vie politique. Le même va au Koweït en 2014. Il dit l'objectif de l'opération Serval était de détruire le terrorisme et restaurer l'intégrité territoriale du Mali. 2013. En 2027 ans après, le terrorisme qui était confiné au nord a envahi 80% du territoire malien, a envahi le Burkina, a commencé à descendre vers l'ouest. L'autorité du Mali, c'est eux qui ont empêché à Anefis, à l'armée malienne de rentrer. Et les Monembo Déon qu'on a aujourd'hui à la tête de l'État, certains d'entre eux étaient là-bas. Les ministres, les présidents, le ministre de la Défense, le patron du CNT, le président, c'était des hommes qui ont fait la moitié de leur vie au nord, en train de se battre. Ils ont tout vu, ils ont tout vécu, ils ont vu les trahisons, les doubles jeux. Et il y a des politiques ici qui se plaisaient à se moquer de notre armée. Vous savez, quand l'armée voulait rentrer en Nefis, quand on a voulu l'empêcher, les militaires maliens ont dit que même s'ils doivent mourir, ils vont rentrer. Est-ce que vous savez qu'on a manipulé une politique de Bamako à partir de l'Europe pour qu'il donne des ordres à l'armée malienne de ne pas rentrer à Kidal? La réaction du Premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga, Sylvain de Bogo, qui revient en parlant notamment de la dernière actualité en provenance entre autres de Kidal, le retrait précipité de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de ce côté, qui a donc quitté le camp de Kidal
de façon précipitée, laissant entre autres les terroristes séparatistes du Nord s'accaparer ou du moins prendre possession de cette emprise. Mais surtout, il met en lumière, Sylvain Debogou, ce deal qui a donc été passé entre ces terroristes et la France. Et le deal consistait entre autres à octroyer l'indépendance à ces groupes Touareg. En contrepartie, ces derniers devraient militer entre autres à la partition du Mali. Alors, votre regard, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout surpris aujourd'hui au regard de ce retrait précipité de la MINUSMA du côté de Kidal? Effectivement, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris et nous pensons que l'autorité actuelle malienne est vraiment très avertie pour contrecarrer ce genre de pratique. La France n'a jamais cessé sa politique lorsqu'il s'agit de l'Afrique, lorsqu'il s'agit de maintenir ces campements africains appelés pays sous son autorité. On a vu cela partout. La France intervient, par exemple, du pays, s'interposer une ligne que la France même trace pour dire voici ce qui se passe. La France, on a vu aussi avec Sarkozy et autres qui, ma foi, ont même parlé de la partition de la République dite démocratique du Congo. Donc partout où la France voit des richesses, où la France sait que ses intérêts macabres et égoïstes sont menacés, la France a toujours procédé ainsi. Et lorsqu'on dit que les Français partent du Mali, mais où est-ce qu'on laisse les armes? À qui on laisse les armes? On embarque des gros camions, mais là-dedans, qui fuit là-dedans? Les armes restent aux rebelles. Les armes sont données aux terroristes qu'ils ont eux-mêmes créés, entraînés et fabriqués. C'est cela la France. Donc pour nous, ça ne nous surprend pas du tout. Je dis une fois de plus, bravo à l'autorité malienne et à ce ancien ministre qui, ma foi, a eu le courage de révéler ce deal que la France avait déjà tissé avec ce peuple du Nord malien, parce que la France ne peut pas accepter, vraiment pas du tout, la France ne sera accepter son humiliation dans toute l'Afrique, qui commence aujourd'hui par ces pays du Sahel, parce que la France sait très bien que sans l'Afrique, elle n'est rien économiquement, et elle risque de perdre, en tout cas, sa place entre les griffes des grandes puissances mondiales, parce que c'est en Afrique que la France puise toutes les richesses pour fabriquer ses bombes atomiques, pour, en tout cas, alimenter ses centrales nucléaires, pour avoir de l'électricité, pour avoir du transport et tout. C'est en Afrique que la France puise son caoutchouc pour avoir ce qu'il faut pour fabriquer ses voitures et autres. C'est encore en Afrique que la France va détourner tous les fonds pour financer ses campagnes et nourrir sa population qui, ma foi, dort dans les rues. C'est cela. Et donc, aujourd'hui, la France, ce qu'elle fait ne nous surprend pas. Nous savons que la France ne va pas reculer sans créer beaucoup de dommages. Et c'est pour cela que nous appelons à la vigilance. Nous appelons tous les Africains, nous appelons les médias panafricains à veiller au grain. Nous appelons tous les intervenants africains à vraiment aider ces pays qui sont en train de se libérer du joug français pour que réellement on parle d'indépendance et de développement en Afrique. On poursuit rapidement sur cette thématique. On rappelle que cette déclaration date du 2 novembre 2023, donc toute récente. On poursuit avec vous, Okosisi Baba Nicolo, sur cette sortie du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, en rappelant que le Mali a d'ailleurs déposé une plainte contre la France du côté des Nations Unies. On pourrait supposer que cela fait peut-être entre autres partie de ces différentes révélations, ou alors preuve de cette tentative de déstabilisation de ce pays. Mais votre regard après ces révélations du Premier ministre malien? Alors, des soucis avec Okosisi Baba Nicolo, malheureusement. Peut-être le temps
pour lui de nous retrouver très rapidement. La réalisation nous ferait signe lorsque tout sera revenu à la normale avec lui. Patient Parfum d'Homme, votre avis sur cette sortie? C'est vrai que sur les plateaux de For You Media, c'est pas nouveau, on a longtemps dénoncé. Le Premier ministre vient tout simplement confirmer ce qui a été dit ici sur ces plateaux. Mais ça veut dire que nous avons peut-être l'analyse juste, nous n'avons peut-être pas une boule de cristal qui nous permet de voir. Mais quand vous faites un effort d'analyse et que vous avez élaboré une grille de lecture qui vous permet de bien appréhender, n'est-ce pas, les difficultés, vous êtes fatalement, vous en arrivez aux mêmes conclusions. Tout à fait. Que nous l'avons dit et redit sur ce plateau, sur la base des informations qu'on avait eues. Effectivement. Mais sur la base aussi de l'attitude, des comportements, n'est-ce pas, de la diplomatie française vis-à-vis, par exemple, d'un pays, le Mali, en l'occurrence. Parce que n'oublions pas aussi, nous avons eu la chance de côtoyer certains dirigeants africains qui étaient les dirigeants de premier plan dans la déstabilisation du Sahel et qui ont donné leur avis qui n'ont pas été pris en compte. Je pense par exemple au marshal Idriss Déby, tout à fait. vous vous souvenez, qui était totalement opposé à la destruction de la Libye et qui avait dit à Mon Dieu Vision, tout le monde a suivi, ok, vous avez détruit la Libye, mais attendez, il y a un service après-vente, il faudra assurer. Si vous n'assurez pas le service après-vente, la bande sahélienne sera à feu et à sang. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons aussi, par exemple, eu la chance de consulter certains documents, certains livres, certaines déclarations. Je pense à Renaud Broman, par exemple, qui commençait à expliquer ce qui s'était passé dans les fameux massacres de Benghazi perpétrés par les forces du colonel Kadhafi. Il dit, c'est faux. C'était tout simplement un montage, n'est-ce pas, fait dans les studios qataris de cinéma. Il n'y a jamais eu de massacre à Benghazi. Et le deal qui a été fait entre les forces d'Azawad, qui remonte même bien avant la déstabilisation de la Libye, parce que c'est un vieux projet, ce projet de la déstabilisation du Mali, et qui stipulait tout simplement, on a regroupé les leaders soi-disant Touareg, on leur a dit, vous ne rentrez pas dans cette guerre. Parce que le régime du Kadhafi avait ceci de particulier que, il était une digue pour contenir les jeunes Africains qui étaient un peu, qui tentaient l'aventure en Europe. Et Kadhafi leur disait, vous m'attaquez pour laisser place à vos pires ennemis. Vous m'attaquez pour mettre en difficulté votre propre sécurité sur la question de l'immigration. Aujourd'hui, l'Europe est confrontée à cette vague, n'est-ce pas, de ces jeunes qui sont pratiquement en train d'envahir l'Europe. Et ça devient l'une des thématiques j'allais dire centrales de toutes les luttes politiques aujourd'hui au niveau de l'Europe. Kadhafi les avait prévenus, attention, mais il y a pire encore. On a vu des hordes de militaires et de djihadistes écumer complètement l'ensemble du désert pour se réfugier, n'est-ce pas, partant dessus de la Libye, pour se réfugier précisément au Mali, mais aussi un peu au Niger. Et ils ne sont pas venus les bras ballants. Ils se sont ravitaillés à bouche que veux-tu dans l'arsenal militaire libyen qui avait été complètement mis à sac et où tout le monde pouvait se servir. Et la question qu'on s'est posée à l'époque, c'est de savoir, mais ces hordes de djihadistes-là, qui se disent Touareg, qui descendent avec toutes ces armes sophistiquées, pris dans les soutes, dans les arsenaux, comment dire ça, libyens, mais que fait l'Occident? Elle se limite à détruire la Libye. Elle ne voit pas qu'il y a un danger qui arrive. Amani Touré s'est levé. Il a dit, attention, il y a un problème qui arrive. Donc nous étions parfaitement au courant qu'il y a eu un deal entre la France et ces troupes-là, à qui on a promis, soi-disant un État, mais c'était un État, parce qu'on savait éminemment, pertinemment, que ce qui semble être un désert sablonneux, et là encore nous sommes revenus largement là-dessus. Je vous ai dit que toutes les guerres que vous voyez en Afrique, mais aussi particulièrement dans le monde, elles ont l'air d'être des guerres pour protéger les populations, surtout les minorités, n'est-ce pas, c'est le dada de M. Macron aujourd'hui, mais dans le fond, ce sont des questions économiques qui sont à l'origine de ces guerres. Comment faire
pour s'approprier des richesses des pays tiers. C'est ça l'alpha et l'oméga qui justifie, la présence militaire de toutes les guerres qu'on nous impose. La question de ce désert-là, qui semblait aride, oui, on a fini par découvrir que c'était une véritable mer de richesse. D'abord, commençons par l'eau douce. Oui. Vous voyez la question qui se passe aujourd'hui, la guerre israélo-palestinienne. Vous avez vu quand Israël, dans son attitude d'une barbarie, de sauvagerie hors norme, dit on va mettre un blocus sur Gaza, c'est-à-dire il n'y a pas de nourriture qui rentre, pas de médicaments, pas de fuel, pas de carburant, et puis subitement on a découvert quelque chose, pas d'eau. Oui, même il n'y avait pas de l'eau, tout à fait. L'eau ne rentre pas. Alors les gens se disent, mais c'est quoi cette affaire? Est-ce que les gens savent que, sont-ils au courant que c'est l'eau des Palestiniens qui a été détournée et confisquée par Israël, qui est encore remis aux Palestiniens à compte-gouttes? Donc je vous avais dit sur ce plateau, ça date, que l'une des guerres, l'une des raisons qui vont être l'élément fondateur des guerres au Moyen-Orient, ça va être la question de l'accaparement des zones où il y a de l'eau. Tout à fait. Or, tout le nord de Mali, toute la bande sahélo-saharienne, c'est une mer d'eau douce. Donc l'eau douce, bon, qui pour les gens qui sont dans la forêt équatoriale comme nous, on trouve que c'est une évidence. Mais dans les années à venir, ça va être l'objet des confrontations les plus meurtrières pour s'accaparer des zones où cette eau-là est contenue. Donc, vous voyez donc pertinemment que quand vous écoutez le Premier ministre Choguel Kokale Maïga, qu'est-ce qu'il nous dit en réalité, pour résumer? Il nous dit, dans cette affaire, de cette prétendue rébellion de l'Azawad, il s'agit tout simplement d'une opération d'accaparement des richesses de nos pays. Et clair. Pour cela, on instrumentalise les pauvres gueuses que sont soi-disant ces rebelles de l'Azawad, mais avec pour plan derrière de tout faire pour retransformer cette zone-là en ce que nos États ont été pendant très longtemps, même jusqu'à l'heure où nous parlons, malgré, n'est-ce pas, les prétendues indépendances factices qui nous ont été accordées. C'est toujours la question comment faire pour avoir, n'est-ce pas, des zones d'approvisionnement en matières premières, en richesse africaine, et cela à moindre prix, quitte à ce que les populations de cette zone-là ne puissent compter que pour du menu fruité. C'est ça l'essentiel de tout ce que nous, de cette politique de prédation qui continue de s'exercer de manière violente vis-à-vis de notre continent, de notre pays aujourd'hui. Quand vous faites un tour au niveau de la République centrafricaine, Manuela, où vous avez été avec nous plusieurs fois, vous voyez cette question-là, de cette prédation-là, au point de tout faire, même pour réduire, pour transformer le peuple, les populations de ce pays-là en bêtes sauvages. Et quand quelqu'un vient, comme le fait le président Fossé Askan Touadéra, pour essayer de remettre les pendules à l'heure et redonner de l'humanité à son peuple, on le traite de tous les noms d'oiseaux, on dit tout ce que vous n'avez jamais entendu, on lui crée une rébellion, malgré le fait qu'il essaye de rassembler, qu'il essaye de dire à ses frères, soyons solidaires parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants, dont il est question aussi, et non de nous-mêmes. Faisons tout pour tourner la page de l'horreur, tourner la page de l'indignité, mettons-nous ensemble pour construire un véritable pôle, n'est-ce pas, d'excellence, de conscience, mais surtout de capacité pour le peuple enfin de vivre dans la dignité. Et ça, on ramène toujours les vieux cauchemars, on ramène toujours les vieux projets pour, soi-disant, de pouvoir qui échappe à X, Y, alors que dans le fond, c'est une instrumentalisation des individus pour continuer d'imbéciliser les Africains et s'accaparer de nos richesses. C'est le point central dans toute démonstration, dans toute analyse qu'on fait au niveau de l'Afrique concernant ce que vous voyez comme guerre, comme situation de déstabilisation, chaque en filigrane, il y a la question de nos richesses qui est au cœur du projet qui structure l'ensemble de ces problématiques-là. Merci à vous, Doyen. Dr Yantiba, une véritable politique de prédation au cœur de ce deal dont parle le Premier ministre malien. On se rend compte que finalement, ils ont toujours eu raison de penser que véritablement du côté du Nord, ce sont ces ressources qui intéressent des pays comme la France. Vous avez de l'or, vous avez du phosphate, du gaz, du pétrole, mais surtout vous avez de l'eau. Une ressource qui devient de plus en plus importante au même titre que d'ailleurs le pétrole ou encore l'uranium. On parle du bassin de Touandéni qui est une mer intérieure d'eau douce. On comprend mieux pourquoi la France s'accroche sur ce deal
qu'elle avait passé, ou du moins qu'elle a passé notamment entre ces séparatistes du Nord, voire terroristes pratiquement aujourd'hui, leur promettant entre autres l'indépendance. Ce n'est pas nouveau en fait. Je crois que le Premier ministre est revenu sur quelque chose qui est récent, qui permet d'expliquer les événements de manière récente, mais il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il dit. Et ce qui est le plus préoccupant quand le Premier ministre en parle, c'est que ça confirme tout simplement ce que l'on sait depuis très longtemps. Et quand un Premier ministre parle, c'est sérieux. C'est quand même le chef du gouvernement. Ça veut dire que c'est des informations de première main. Et les autorités maliennes actuelles n'ont pas l'habitude de raconter des histoires. Ce sont des gens qui prennent toujours le temps de vérifier leurs informations au point d'être capables de porter plainte à une puissance comme la France à l'ONU. Et je ne sais pas si vous le savez, mais pensez à l'Organisation commune des régions sahariennes, l'OCRS. C'est un vieux projet français des années 50, lorsque la France a senti que ça commençait à chauffer sérieusement en Afrique, les revendications indépendantistes. La France a voulu créer un département au niveau du Sahara. Et ils ont créé donc un organisme qu'ils ont appelé l'Organisation commune des régions sahariennes. Cette organisation était censée gérer un territoire qui allait des mines de fer de Derrick, qui sont des mines en Mauritanie, c'est l'un des plus grands gisements de fer en Afrique et dans le monde, et au pétrole algérien, vous connaissez la région de Tamanrasset, de Hassim et Saoud, etc., et qui venait vers le sud, vous avez parlé tout à l'heure des réserves aquifères, mais à l'époque on maîtrisait mieux le lac de Nara qui fait 162 km², et ainsi que tout ce qui était, si vous voulez, naturellement les mines d'or du Mali, du Burkina, et entre autres choses à laquelle on ne pense pas souvent, mais dans le nord de la Guinée, évidemment, tout ce qui permettait de contrôler un certain nombre de ressources minières qu'on a. D'où vous imaginez le choc de ces Touré à l'époque. Mais tout cela allait naturellement jusqu'au Niger, dont on connaissait déjà qu'il avait beaucoup d'uranium. Et ça représentait un territoire de 8,5 millions de kilomètres carrés. Et la France voulait y des départements français du Niger. Naturellement, il y a des discussions qui se sont engagées entre comme ceux qui tenaient les et puis dans le nord du Mali. Et dès cette période, les années 1950, qu'on appelle cette zone dans l'Azawad, et ces gens-là qui sont dans cette zone ont fait un deal avec la France pour que la France puisse leur accorder l'indépendance. Nous sommes dans les années 50. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand le Premier ministre parle, il faut l'écouter très sérieusement. Il parle de ce qu'il connaît, il parle de quelque chose qui est historiquement vérifiable et qui n'a pas commencé aujourd'hui, et il parle de quelque chose que Nicolas Sarkozy a essayé maladroitement de reprendre avec son histoire de l'organisation de la Méditerranée, dont les côtes méditerranéennes, etc., autour de la mer Méditerranée. Ça veut dire que les gens ont des projets et ils ne lâchent pas prise. Ils ne lâchent pas prise. Et le Mali, justement, avait refusé, avait été le premier pays à repousser cette initiative française dans les années, au début des années 60. Ce qui a valu à Modibo Keïta la première rébellion du Mali indépendant en 1962, la rébellion Touareg, qui était dans laquelle on a pu capturer un certain nombre de soldats français, ce qu'on appelait à l'époque la compagnie des méharistes sahariens, qui avait été créée par un ancien officier français qui était en poste au Mali et qui était un capitaine. Il avait un nom un peu bizarre dont je ne me souviens plus. Et ces gens-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Et ne l'oublions pas, ils ne sont pas venus en Afrique pour une autre raison. Berlin, c'était parce qu'il y avait des ressources aussi. Berlin, c'est deux choses simples, ou trois. La première, les ressources naturelles. On est en pleine période où la révolution industrielle s'est consolidée. Donc, il faut les matières premières. Et puis la deuxième chose, c'est des marchés, les débouchés pour ces industries naissantes en Occident, qui commencent à avoir des cadences tellement élevées qu'il leur faut élargir leur marché, il faut aller au-delà de leur marché européen. Et donc, tout naturellement, ils sont venus en Afrique pour contrôler ces éléments, avec ces deux paramètres en tête. Ce qui se passe au Mali,
tout naturellement, ça a toujours été de contrôler le Mali. Mais un Mali qui a plus d'1 million de kilomètres carrés est un territoire difficile à contrôler. Et ce territoire difficile à contrôler, il faudrait le saucissonner au maximum. Et donc, dès cette époque-là, le plan B, dans le cadre de l'échec de l'OCRS, c'était déjà de donner l'indépendance à l'Azawad, qui leur avait été promise. Oui. Et donc, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, cette rébellion dite Touareg, qui n'a de rébellion Touareg que de nom, parce que Touareg, ils sont totalement maliens et impliqués dans la vie politique malienne et n'ont pas envie de tous ces désordres, de toute cette insécurité. Vous comprenez pourquoi les éléments manipulables de cette zone ne cessent de réclamer cette indépendance. Ça vient de très loin. Et quand le Premier ministre confirme que la France ne lâche pas la bride et continue à proposer cette indépendance, oui, vous voyez très bien que le projet pour eux reste d'actualité. Donc en réalité, en regardant cette zone, il faut bien comprendre. Là, vous avez évoqué l'eau, oui, l'or, le pétrole, etc. Mais vous avez oublié l'énergie du futur, l'hydrogène. C'est le Mali a aujourd'hui l'un des 3 plus grands gisements d'hydrogène liquide au monde. Et c'est l'un des rares coins de la planète où on a testé son utilisation pour produire de l'électricité directement. Vous comprenez que en réalité c'est une ressource tellement stratégique que tout le monde a besoin, et le Premier ministre l'a dit, toutes les puissances ont besoin d'être là. Parce que l'énergie de demain pour la mobilité, que ce soit les bateaux, les avions ou les voitures, tout le monde pense à l'hydrogène. Les Japonais ont une option technologique assez curieuse. Les Japonais ne se lancent pas dans les voitures électriques avec les batteries. Les Japonais améliorent l'utilisation de l'hydrogène en disant que c'est ça la bonne voie du futur. Et que ça permettrait plus facilement d'adapter les centaines de millions de voitures qui existent dans le monde à moindre coût. Alors que si on y va avec la technologie des batteries, et malheureusement, le coût sera exorbitant, insupportable. Et la quantité de déchets, puisqu'il faudra se départir des voitures électriques. Et vous voyez, ça commence à poser problème, toutes ces voitures électriques qu'on jette. Et ils pensent donc que, en fait, l'hydrogène est la meilleure voie. Est-ce que les Japonais ont raison? Est-ce que les Japonais ont tort? Elle ne sait pas. Mais toujours est-il que cela indique que le Mali, dont l'hydrogène est liquide à 98%, signifie que en fait ils ont là la ressource stratégique, l'une des plus importantes pour l'avenir immédiat de l'humanité. Et donc, vous comprenez que lorsqu'on a arrêté Assimi Goïta à Kidal, ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un jeu, ça faisait partie du plan. Et ça a été matérialisé ce jour-là, puisque c'est l'occasion qui fait le larron. C'est ce jour-là qu'on a dit, en fait, ça devait être la limite. Oui, ça devait être la frontière. Donc, de cette république dans le nord, exactement comme ils l'avaient fait. Ils l'ont fait au Soudan du Sud, parce qu'ils voulaient contrôler les vastes gisements de pétrole du Soudan du Sud. Mais vous voyez que ça ne fait que créer énormément de conflits là-bas. Comme ils ont essayé, tenté de le faire, si Laurent Gbagbo avait résisté davantage, il voulait couper la Côte d'Ivoire en deux. Mais c'est parce qu'à un moment donné, l'armée ivoirienne a reculé et qu'ils ont pu atteindre Abidjan que la Côte d'Ivoire n'a pas été coupée en deux. Mais pendant près de 10 ans, elle a quand même été coupée en deux. Et le projet de saucissonner, de fragmenter davantage l'Afrique existe. On l'a vu même au Cameroun, on l'a vu au Nigeria, en RDC, en Tanzanie, au Mozambique, et il est en cours dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique. Donc, les ressources minières de l'Afrique devraient constituer aujourd'hui, compte tenu de la conscience collective que nous sommes en train de bâtir et de construire, avec des éléments comme cela. Lorsque nous parlons de l'OCRS, lorsque nous parlons des problèmes du Nord Mali aujourd'hui, de la promesse d'indépendance de l'Azawad, c'est des questions que nous avons abordées il y a 10 ans aujourd'hui, en parlant de l'OCRS, en posant le problème de ce qui pourrait arriver. Et donc, quand nous avons vu arriver cette affaire qu'on appelle terrorisme au Mali, on s'est dit, heureusement qu'on avait bien vu. Mais je sors par quelque chose. Nous devrions cesser de dire terroriste. Il n'y a pas de terroriste au Mali. Je le répète depuis de longues années. Il n'y a pas de terroriste. Ce qui se passe au Mali, ce n'est pas du terrorisme. C'est des crimes de guerre. L'Occident nous fait la guerre depuis 600 ans. L'Occident a intensifié la guerre contre nous depuis un siècle et demi. Ce qui se fait là au Mali
Et un peu partout dans les pays africains, le Mozambique, le Burkina, le Niger, et ils appellent ça terrorisme, ce n'est pas du terrorisme. Pourquoi? Le terrorisme, c'est un état de non-droit. Il n'y a pas de droit international sur le terrorisme. Il y a probablement des dispositions nationales, il y a beaucoup d'États qui ont des lois sur le terrorisme, mais il n'y a pas une disposition internationale qui définit le terrorisme en soi. La chose que le droit international reconnaît, c'est les crimes de guerre. Et ce qui se passe au Nord Mali n'a pas autre configuration ni autre nature que d'être une guerre. Et avec des gens qui vous disent par qui ils sont armés, par qui ils sont financés, qui leur apporte tout le soutien dont ils ont besoin et quels sont les objectifs qui sont poursuivis. Lorsqu'on est en train de rechercher la partition d'un État, il ne s'agit plus du tout de terrorisme, il s'agit de guerre. Ça veut dire que les gens en fait ont déclaré la guerre à tous nos États et il faudrait que nos États et tous ceux qui parlent de ces sujets-là parlent désormais de crimes de guerre. Ceux qui sont au nord du Mali, ce n'est pas des terroristes, ce n'est pas des djihadistes. Je ne comprends pas ces djihadistes qui ne construisent aucune mosquée, ils en détruisent plutôt, qui ne distribuent pas les Corans, ils les brûlent plutôt. Et je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'appeler ça des crimes de guerre. Et de cette façon-là, nous les faisons tomber sous le coup du droit international. Merci à vous, docteur Yambeng Timba. Je pense qu'on va aller sans transition à la dernière thématique. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.